J'achève ce mois-ci ma 12e année au Collège de France. La première année, mes cours ont eu lieu à la suite de ma leçon inaugurale qui avait été fixée au 8 octobre. Et ensuite, à la demande du service qui organise les enseignements, mes cours se sont tenus au printemps, d'avril à juin, pendant 3 ans. En 2018-2019, je suis revenu au calendrier initial commençant en octobre pour pouvoir participer à la fouille d'Ours qui avait lieu cette année-là au printemps. Et c'est à partir de 2019 que j'ai adopté la période à laquelle nous nous sommes habitués de janvier à mars. Cette année, je commence un peu plus tôt, pour une raison indépendante de ma volonté, la rencontre assyriologique internationale, qui réunit tous les ans des centaines d'assyriologues du monde entier, se tient habituellement en juillet. Mais cette année, la 71e édition aura lieu à Bagdad, et vous imaginez qu'organiser un tel événement en juillet pose des problèmes climatiques. Donc, la rencontre a été avancée au printemps, mais pendant un moment, les dates ont fluctué autour de la mi-mars. Et donc, en mai dernier, quand ont été organisés les enseignements de cette année, il me paraissait nécessaire d'avancer le début de mes cours. Et donc, nous allons avoir 2 cours avant la période des fêtes de fin d'année et ensuite 11 autres. Le cours de cette année poursuit celui de l'année dernière et il s'inscrit dans le cadre du programme PCEHM, c'est-à-dire Pouvoir et culture écrite en Haute-Mésopotamie au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, qui est financé par l'Agence nationale de la recherche depuis octobre 2022 et qui donnera lieu à un colloque les 18 et 19 juin prochains. Vous pouvez donc retenir d'ores et déjà cette date. L'an dernier, notre attention s'était surtout fixée sur la ville et le royaume de Mari à l'époque de Zimrilim. Cette année, nous allons sortir du royaume de Mari et examiner les régions situées à sa périphérie, en commençant par l'ouest, en remontant vers le nord et en achevant par l'est. Les archives du palais de Mari peuvent, dans bien des cas, être complétées par des sources locales. Et donc, cela nous permettra de connaître d'autres rois, leurs épouses, leurs ministres, mais aussi leur peuple. Et au-delà d'une histoire politico-militaire complexe, il s'agira de voir jusqu'à quel point la Haute-Mésopotamie forme, à l'époque amorite, une unité culturelle et quels sont ses liens avec les régions environnantes. Mais de ce fait, il nous faudra élargir notre focale temporelle. L'année dernière, nous nous sommes limités au seul règne de Zimrilim, qui couvre 13 années. Pour le cours qui commence aujourd'hui, les informations importantes se trouvent dans une période plus large, qui couvre à peu près 4 décennies, et donc je rappellerai très brièvement quelques points de repère chronologiques pour que la suite soit plus facile à comprendre pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas par cœur ces dates. Il en reste. À l'époque de Yardounlim, puis de son fils Soumou-Yamam, soit d'environ 1810 à 1792, Mari a été la capitale d'un royaume indépendant. Deuxième phase, à partir de 1791, Mari a été intégrée au royaume de Haute-Mésopotamie, qui a été fondé par Samsi-Adou. Celui-ci a installé son fils Ishme-Dagan sur le trône d'Ekalatum et son autre fils Yasmaradou sur le trône de Mari, lui-même résidant le plus souvent à Shubat-Enlil. Et la troisième phase commence peu après la mort de Samsi-Adou en 1776. Mari retrouva alors son indépendance avec Zimrilim, un héritier de Yardounlim. Nous avons vu cela en détail l'année dernière. Son règne a duré jusqu'en 1762 et à sa mort, une armée du roi de Babylone Hammurabi occupa la ville qui fut finalement détruite en 1758. Ces rappels étant faits, nous allons donc pouvoir commencer notre tournée. J'ai choisi de débuter par l'Ouest en incluant le Levant. J'en ai bien conscience, ce faisant, je dépasse les frontières de la Haute-Mésopotamie stricto sensu, mais j'ai pensé qu'il valait la peine d'inclure le Levant
et la Syrie occidentale. Il ne serait pas possible de comprendre bien des éléments strictement alto-mésopotamiens sans prendre en compte ce qui se passait à l'ouest de l'Euphrate. Cette complémentarité est particulièrement visible quand on s'intéresse aux nomades. Une lettre d'Ibn el, qui a été citée par Jean-Marie Durand en 2004, est capitale à cet égard. Le chef nomade y écrivait au roi de Mari Zimrilim, d'autre part, au sujet du fait qu'il, c'est-à-dire Atamroum, qui assiégeait à ce moment-là la ville de Razama, dans le d'Idamarats, donc, au sujet du fait qu'il t'ait écrit à propos du pays d'Idamarats, déguerpi de ce pays-ci, réponds-lui ceci. Et donc là, on a le discours que Zimrilim doit tenir à Atamroum. De même que le pays du Yamhad, le pays de Katna et le pays d'Amurum sont le territoire de parcours, Nigrum, des Yaminites, et que dans ce pays, les Yaminites se rassasient et qu'ils y font paître leurs troupeaux, eh bien, depuis l'aube des temps, le Nigrum des Bédouins, c'est l'Idamarats. On voit donc l'opposition entre deux zones, respectivement au sud-ouest et au nord-ouest et au nord-est du Moyen-Euphrate. D'une part, ce qu'on peut appeler en termes modernes la Syrie occidentale, le Liban et le nord d'Israël. Cette région était le domaine de la branche des nomades désignée comme les Yaminites, les fils de la droite, c'est-à-dire les gens du sud, et d'autre part, l'Idamarats, donc en gros ce que nous appelons le triangle du Rabour, en Haute-Mésopotamie, domaine des Simalites, les fils de la gauche, donc les gens du nord, qui sont dans la lettre simplement désignés comme Hana. Et au sein du parcours des Yaminites, Ibn el distingue trois zones. Le pays du Yamhad, dont Alep était la capitale, le pays de Katna, plus au sud, et enfin le pays d'Amurum. Les deux prochains cours seront consacrés à Katna et à Alep, et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au pays d'Amurum. Comme il est bien connu, Amurum est un terme qui désigne l'ouest de façon générale, mais on voit que dans la lettre d'Ibn el, le terme est employé de manière beaucoup plus précise. Il s'agit de la zone du Levant qui s'étend du nord au sud depuis la trouée de Homs jusqu'à la Galilée et d'est en ouest depuis l'Anti-Liban, prolongé par le Hermon, jusqu'à la côte méditerranéenne. Et nous mettrons l'accent sur les deux villes principales de la région, bien différentes. Il s'agit d'abord de Hatzor, puis de Byblos, le premier dossier étant plus nourri que le second. L'avantage est que ces deux villes ont fait l'objet de fouilles très importantes. Les découvertes effectuées sur place sont donc complémentaires des informations livrées par les archives de Mari. Nous commencerons donc par Hatzor et, pour débuter, l'histoire de sa redécouverte. L'importance de Hatzor dans les recherches contemporaines tient initialement à sa mention dans la Bible. On lit en effet au livre de Josué, en ce temps-là, Josué revint et s'empara de Hatzor, dont il tua le roi d'un coup d'épée. Hatzor était jadis la capitale de tous ces royaumes. On passa aussi, au fil de l'épée, tout ce qui s'y trouvait de vivant, en vertu de l'anathème, on n'y laissa pas âme qui vive, et Hatzor fut livré au feu. Alors l'arrière-plan historique du livre de Josué est une affaire très complexe dans laquelle je ne vous embarquerai pas, mais quoi qu'il en soit, le passage est intéressant par l'indication qu'il fournit du souvenir d'une époque où Hatzor était une capitale suprarégionale, comme nous dirions aujourd'hui. L'existence de mentions de Hatzor dans les textes de Mari n'a pas été signalée par Georges Dossin dans ses premiers écrits relatifs à Mari en 1939, et c'est seulement en 1950, lors de la première rencontre assyriologique à Paris, qu'il en a parlé, et je cite le résumé de cette communication tel qu'il a été publié. Ibn Hadou
roi de Hatsura. La ville de Hatzor de Nephtali, que Garstang a identifiée avec la plus haute vraisemblance aux ruines de Tel el-Kedar, était une importante capitale au temps de l'arrivée des Hébreux en Palestine. Elle apparaît elle aussi dans la correspondance d'El Amarna. Les archives de Marie la mentionnent fréquemment. Les lettres permettent de la situer sur la carte. Les contes nous apprennent que le roi de Hatzor, Ibn Yadou, fait à Zimrilim de nombreux envois, auxquels le roi de Marie répond par d'autres envois. Il est manifeste que le roi de Hatzor ne le cède pas en puissance politique à ceux de Carchemish et d'Alep. Il serait souhaitable que des fouilles régulières et exhaustives succèdent aux sondages pratiqués par Garstang à Tel el-Kedar. L'intérêt biblique de ce site est mis maintenant en évidence par les tablettes de Marie. L'article dont la parution était annoncée n'a curieusement jamais été publié, ni dans la revue biblique, ni ailleurs, et il a fallu attendre 1991 pour que les textes auxquels Dossin faisait allusion soient publiés. Je me demande si Dossin n'a pas été gêné par le fait qu'il existe dans les archives de Marie une localité du district de Terka, donc proche de Marie, qui est également nommée Hatsura, par conséquent homonyme de la Hatzor de Galilée, mais généralement il est assez facile de distinguer les références à l'une ou à l'autre de ces deux villes qui portaient le même nom. L'identification de l'une des Hatsura des textes de Marie avec la ville biblique homonyme a été contestée par Michael Astur. Astur, que j'ai connu à la fin de sa vie, était un personnage extraordinaire, qui savait un nombre de choses absolument incroyables, mais qui rentrait dans la catégorie de ce qu'on peut appeler un esprit faux. C'était un spécialiste notamment de géographie historique, et il a passé son temps à se tromper, sauf sur un point tout de même, il faut le dire par respect pour le savant qu'il fut, il a eu raison d'identifier Ebla avec Tel Mardir à une époque où on situait Ebla beaucoup plus au nord. Mais en ce qui concerne Hatzor, il a été peu inspiré. Il a été frappé du fait que les mentions de Hatzor dans les textes de Marie sont le plus souvent en lien avec Katna et que nos sources ne mentionnent aucune ville entre Katna et Hatzor. Et donc il a estimé que les deux villes devaient être proches. C'est là évidemment où le raisonnement pêche. Et il a cherché et il a trouvé un village syrien moderne qui s'appelle Hatzur, qui est à 47 km à l'ouest de Katna, Mishrifé, dont on reparlera la semaine prochaine, et ça lui a paru suffisant pour conclure que la Hatsura des textes de Marie n'était pas la Hatzor de Galilée. Il est aujourd'hui certain qu'il a eu tort. Mais il faut ajouter que la seule preuve textuelle qui soit citée par les fouilleurs de Tel el-Kedar en faveur de l'identification du site avec Hatzor n'est pas sûre à 100%. C'est un procès d'époque paléo-babylonienne qui a été publié par Hallo et Tadmor en 1977, mais il s'agit d'une tablette qui a été ramassée à la surface du Tel par un visiteur en 1962. Cet homme n'avait aucune idée de ce qu'il avait rapporté. Alors, ça prouve qu'on ne peut pas le soupçonner d'avoir inventé l'endroit où il avait trouvé la tablette. Il ne savait même pas ce que c'était qu'une tablette cunéiforme. Donc il n'avait aucune idée de l'importance de sa découverte. Ce procès porte sur la propriété d'une maison et d'un verger dans la ville de Hatsura et d'un verger dans la ville de Giladima. L'affaire est portée devant le roi, qui tranche en faveur de la défendante. Donc, on peut raisonnablement penser que la tablette a originellement été conservée par cette femme dans sa maison, qui était située à Hatzor, et l'identification paraît par conséquent assez solide. Le site de Tel el-Kedar, l'antique Hatzor, se trouve à l'extrémité septentrionale de la riante Galilée, chère à Renan, à 15 km au nord du lac de Tibériade, qu'on peut appeler aussi mer de Galilée, lac de Génézareth, à l'ouest du Jourdain, dominé au nord-est par le mont Hermon. La ville antique se trouvait à proximité du lac Hula,
parfois appelé aussi lac Mérom, qui couvrait 14 km² et qui était environné d'un marais également très étendu. Toute cette zone a été en grande partie asséchée et drainée dans les années 1950, à la fois pour éradiquer le paludisme et aussi pour augmenter les surfaces cultivables, ce qui a entraîné des conséquences non négligeables sur un écosystème très riche, en particulier des oiseaux très nombreux et variés. Et le lac, de ce fait, a été partiellement remis en eau en 1994. Alors, je vais vous montrer maintenant l'affiche relative à Hatzor que vous pourrez voir un jour sur Archibab quand la région du Levant sera mise en accès libre. Pour l'instant, cet accès est réservé aux seuls contributeurs. Ce n'est pas par désir de faire monter la tension, mais c'est simplement parce que le travail sur cette zone n'est pas encore fini. Tel el-Kedar, que les Israéliens appellent désormais Tel Hazor, est le plus grand site archéologique de la Palestine au bronze moyen II, puisqu'il couvre, ville haute et ville basse compris, entre 80 et 100 hectares. Les autres grands sites pour cette période ne dépassent pas 20 hectares. Cette caractéristique souligne l'importance de Hatzor comme intermédiaire entre le Levant côtier d'un côté et l'intérieur du Proche-Orient. Et c'est ainsi que Garstang, le premier fouilleur du site, a pu dire que Hatzor était la clé d'entrée en Palestine. L'identification du tel avec la biblique Hatzor remonte au voyageur britannique Josias Leslie Porter en 1875. À l'époque du mandat britannique sur la Palestine, John Garstang, qui était le directeur du service des Antiquités, entreprit des sondages en 1928 et à partir de 1950, le site a fait l'objet de plus de 30 campagnes de fouilles. Elles ont d'abord été dirigées par Yigael Yadin, militaire reconverti à l'archéologie, qui est surtout célèbre par ses fouilles de Masada, mais il a fouillé Hatzor de 1955 à 1958 et ensuite de 1968 à 70. Et c'est son assistant, Amnon Bentor, qui a pris sa relève à Hatzor. Après sa retraite, il a écrit un livre de synthèse qui a été réédité, voilà 2 ans, au moment même où il décédait à l'âge de 88 ans. Et le site de Hatzor a été inscrit en 2005 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le bâtiment le plus emblématique pour notre enquête, c'est le palais qui a été découvert sur l'acropole. Ce palais est postérieur à l'époque qui nous intéresse, mais on y a retrouvé, ça et là, des objets plus anciens qui sont remontés de leur contexte d'origine. Et ce fut notamment le cas de plusieurs documents cunéiformes. Ceux-ci ont été réédités dans le livre de Horowitz et Oshima sur le cunéiforme en Canaan en 2006. En 1996, 4 tablettes ont été découvertes, dont une lettre, hélas, fragmentaire. Il n'en reste que la moitié inférieure. Le nom de l'expéditeur et du destinataire ne sont donc pas conservés. Du ou des destinataires, vous verrez, la lettre est rédigée au pluriel. Ce texte a été rapidement publié par Wayne Horowitz et Nathan Wasserman et commenté par eux. Il s'agit pour l'essentiel d'une grande liste de très nombreux objets. Après la cassure initiale, on trouve des étoffes et des habits. Les plus luxueux se comptent en dizaines ou en centaines, mais la fin comptabilise pas moins de 5000 turbans. Et la liste s'achève avec 3000 armes d'apparat en argent, 1000 en or, 2000 arcs et 2000 autres armes en bronze. Après cette liste d'objets qui occupe 20 lignes dans l'état actuel de la tablette, la fin du texte était comprise par les éditeurs de cette manière. Que les objets listés, donc qu'ils me les envoient rapidement à Marie, aucun incident ne doit se produire. Peu après mon arrivée à Marie, j'ai l'intention de me rendre à Ekal-Latoum pour y accomplir des sacrifices et des célébrations. Vous ne devez pas négliger les préparatifs.
Alors les éditeurs ont évidemment senti le caractère exceptionnel du document et ils ont légitimement cherché à en tirer le maximum. La seule époque où quelqu'un ait pu se trouver à Mari et envisager de faire des offrandes à Ekallatum, c'est celle de Samsiadou, le fondateur du royaume de Haute-Mésopotamie. Et du coup, Horowitz et Wasserman ont essayé de reconstituer le contexte de rédaction de cette lettre. En raison de quelques particularités graphiques et de considérations historico-géographiques, ils ont écarté la possibilité d'une lettre écrite à Mari et ils ont supposé que cette lettre pouvait avoir le roi de Katna Ishriadou pour auteur, puisque c'était un allié de Samsiadou, mais qu'on connaissait des relations entre Hatzor et Katna, on y reviendra. Ils sont même allés plus loin en supposant que cette lettre pourrait appartenir au dossier du mariage de la fille du roi de Katna avec le fils de Samsiadou, Yasmaradou. Des lettres retrouvées à Mari montrent en effet que le roi de Katna avait attribué une très importante dot à sa fille. Et ils ont donc indiqué il est possible que la liste des biens mentionnés dans la lettre de Razor ait été imposée par Ishriadou au roi de Razor et à ses propres vassaux dans le cadre de cette importante dot ou en vue de la préparation de l'escorte cérémonielle accompagnant la jeune mariée jusqu'à la frontière de Mari. Alors on peut tout de suite signaler que la première des deux hypothèses est à exclure. On possède en effet de nombreuses listes de dot dans les archives de Mari. Leur contenu est à peu près toujours identique et ne correspond que très partiellement à ce qu'on trouve dans la lettre de Razor. Cependant, un passage de la lettre de Razor avait été mal traduit. Le verbe kashadum seul signifie bien atteindre, arriver en un lieu, mais l'expression combine ici le verbe kashadum avec comme sujet katum, la main. Et l'ensemble, ça signifie s'emparer d'eux. Et donc, Nele Ziegler et moi-même avons écrit une note dans la revue Naboo qui est datée du 7 décembre 2002, donc il y a exactement 21 ans, mon Dieu, et nous y avons proposé de traduire « Ces objets doivent arriver rapidement à Mari, il ne faut pas qu'une faute se produise, depuis que j'ai pris Mari, littéralement, depuis que ma main s'est emparée de Mari, Kati Iktashdou, mes pensées sont placées vers Ekallatum pour les offrandes et les fêtes, ne soyez pas négligents pour les préparatifs. » Et donc ça change évidemment les choses. L'auteur de la lettre vient de s'emparer de Mari, recours au parfait, et il s'apprête à aller célébrer ses victoires à Ekallatum que Nele Ziegler et Adelaide Otto ont localisé à Tel Huwaish, sur la rive droite du Tigre, à 15 km au nord d'Achour. Ekallatum étant la capitale de Samsiadou, et celui-ci s'étant emparé de Mari en 1792, il n'y a plus de doute que l'auteur de la lettre soit Samsiadou, et peu après notre note, Moshe Anbar publiait une autre note brève dans Naboo qui confirmait notre interprétation parce qu'il comparait l'expression Kati Iktashdou avec une autre tout à fait semblable qu'on trouve dans une autre lettre, cette fois retrouvée à Mari, où il est question de la conquête de Mari par Zimrilim. On aurait pu croire la question définitivement résolue, mais certains collègues n'aiment pas être corrigés. Et lorsque Wayne Horowitz a réédité la lettre en 2006, eh bien, il a cité dans la bibliographie notre note de Naboo, mais il a maintenu sa traduction sans donner de justificatif. « After I have arrived at the city of Mari, I intend to go to Ekallatum. » Franz von Koppen a quant à lui choisi de suivre les premiers éditeurs, refusant explicitement de prendre l'expression Kati Iktashdou au sérieux, et il a tiré de cette lettre des conclusions très importantes. Cette hypothèse s'appuie sur la découverte à Razor de la lettre mentionnée plus haut, qui semble être un exemplaire d'une circulaire adressée par Ishriadou à tous ses vassaux,
Dans cette lettre, il leur demandait de contribuer à la dot de sa fille, qui devait être mariée à Yasmaradou de Mari. Ce document montre qu'Ishriadou comptait également le roi de Razor parmi ses vassaux, ce qui permet de supposer que toute la région de Kadesh à Razor respectait à cette époque la suzeraineté de Katna. Eh bien, il ne s'agit que de spéculations qui sont fondées sur une traduction inexacte de la lettre, et je relève au contraire que dans le texte de leur livre récent sur les Amorites, Nathan Wasserman et Yigal Bloch ont suivi notre interprétation en résumant en note les débats. Notre nouvelle traduction confirmait l'hypothèse des éditeurs d'une datation de la lettre à l'époque de Samsi-Adou, mais son attribution à Samsi-Adou lui-même, et pas au roi de Katna, en transformait le contexte. La lettre avait été écrite au lendemain de la conquête de Mari par Samsi-Adou, et donc nous avions émis une hypothèse différente. Quelle est la nature de cette demande de milliers de textiles et d'armes d'apparat? La réponse la plus simple est qu'il s'agit d'une sorte de tribu dont Samsi-Adou exigeait le versement pour ne pas poursuivre sa progression vers l'ouest. La nature des biens réclamés pourrait étonner, mais nous ne savons pratiquement rien des tribus qui étaient versées à cette époque. Le caractère extrêmement précis de la liste est à comparer avec les exigences plus tardives du roi hittite Mursili II envers le roi d'Ougarit. En dépit du ton combinatoire employé par Samsi-Adou, nous ignorons si tous ces objets lui furent effectivement livrés. En tout cas, il nous paraît clair que, dans l'esprit de Samsi-Adou, sa conquête de Mari lui ouvrait la voie à une forme d'hégémonie sur l'ouest du Proche-Orient qui s'étendait jusqu'en Palestine. Voilà ce que nous écrivions en 2004. Mais il restait quand même des problèmes à résoudre, et qui avaient été soulignés par les éditeurs de la lettre. La graphie ne correspond pas à ce qu'on attend de la chancellerie de Samsi-Adou. Certains idéogrammes sont différents de ceux habituellement employés, et Nele-Ziegler a récemment proposé une nouvelle solution. Dans un article de la Revue d'Assyriologie paru l'an dernier, elle a publié avec Leit Hussein une lettre de Samsi-Adou découverte à Tel Harmal, dans les environs de Bagdad. Or, il se trouve qu'elle a pu identifier un duplicat partiel de cette lettre, également découvert à Tel Harmal, qui avait été publié par Van Dyck en 1970. Et donc, il n'y avait plus de doute sur le caractère scolaire de cette lettre. C'était un exercice de copie d'une lettre royale authentique. Et du coup, elle a confirmé ce qu'elle avait déjà indiqué dans 2 articles antérieurs, que la lettre de Razor soit également un exercice scolaire. Cela permet d'expliquer des fautes, comme la séquence tout ish, là où on attendait ish tout, ou encore des idéogrammes bizarres. Le bronze est écrit oud barka au lieu de oud kabar. Un vêtement est écrit goudeux oud a, alors qu'on attendrait goudeux étroit a, qui s'écrit goudeux oud dou a, et donc on a l'impression que le scribe a oublié de noter le signe dou. De même pour le vêtement barkar, qui habituellement est noté barkara. Il y a certaines graphies un peu étonnantes dans des documents de la pratique, comme le fait que le nom de la ville de Mari est écrit avec Madeux. Et puis, il faut par ailleurs noter que la plupart des autres textes cunéiformes paléo-babyloniens découverts à Razor sont également de nature scolaire. C'est le cas des maquettes de foi qui étaient manifestement utilisées dans un contexte d'apprentissage. C'est aussi le cas des 2 fragments d'un recueil de lois que nous avons étudié il y a près de 2 ans, le 15 janvier 2024. Mais considérer la lettre de Razor comme un exercice n'empêche pas de tenir son contenu pour authentique. Et donc, ça repose la question du destinataire de la lettre. Je ne pense pas qu'il faille le remettre en cause. Si on poursuit le parallèle avec la lettre de Samsi-Adou découverte à Tel Harmal en 2 exemplaires, eh bien cette lettre, elle était adressée au roi d'Eshnouna, dont dépendait Tel Harmal. Et donc, il n'y a pas de raison de penser que la lettre recopiée par un apprenti à Hatzor n'ait pas été adressée au roi de Hatzor
du temps de Samsi-Adou. Et enfin, l'idée d'un tribut versé par les rois occidentaux à Samsi-Adou n'est pas sortie de nulle part, elle s'appuie sur une inscription découverte à Achour où Samsi-Adou indique « C'est alors que je reçus les tributs des rois de Toukriche et du Haut-Pays, j'ai imposé ma grande renommée et mes stèles dans le pays du Liban, au bord de la Grande Mer. » Alors c'est un passage qui a donné lieu à une littérature considérable et qui pose deux problèmes principaux. D'abord, qui sont ces rois? Alors récemment, dans la mesure où le toponyme d'Ougourissou, présent dans les archives d'Ebla du IIIe millénaire, a été identifié à l'Égypte, Jean-Marie Durand s'est demandé si Toukriche ne pourrait pas désigner aussi l'Égypte dans les textes de Marie. Je n'insiste pas, ça nous mènerait trop loin. Pas facile, en revanche, de savoir qui est le roi du Haut-Pays dans ce texte. Mais par ailleurs, le texte pose la question de savoir si Samsi-Adou s'est rendu en personne sur les bords de la Méditerranée. On y reviendra prochainement. Quoi qu'il en soit, de la situation à l'époque de Samsi-Adou, la très grande majorité des attestations de Hatzor dans la documentation cunéiforme de l'époque amorite datent du règne de Zimrilim. Le premier point à relever, c'est le fait que Qatna servait de plaque tournante dans les relations entre la Haute-Mésopotamie et le Levant. Ça se voit dès l'époque de Samsi-Adou, comme le montre cette lettre adressée à son fils Yasmaradou, le roi de Mari. Voici qu'Isharlim a fait conduire vers toi les messagers de Hatzura, donc Hatzor, et les messagers de 4 rois amorites. Confie ces messagers à Yassim Dagan, messager d'Ishri-Adou de Qatna, pour qu'il les accompagne à Qatna chez Ishri-Adou. Les messagers du roi de Hatzor et de 4 autres souverains de la région avaient donc été envoyés en mission auprès de Samsi-Adou, donc on peut supposer à Shubat-Enlil. Sur le chemin du retour, ils sont d'abord conduits à Mari, et là, un messager venu de Qatna devait les conduire depuis le Moyen-Euphrate jusqu'à Qatna, vraisemblablement en passant par Palmyre, Tadmor, et de là, ils pourraient rejoindre leurs villes respectives. Alors on reviendra la semaine prochaine sur les itinéraires possibles pour aller de Mari jusqu'à Qatna, mais le chemin de Qatna à Hatzor, 370 km, était assez simple et je dirais presque en ligne droite du nord au sud, en suivant la ligne de faille qui sépare le Liban et l'Anti-Liban. Donc on remonte d'abord le cours de l'Oronte, on descend ensuite le cours du Litani et pour finir, on rejoint la vallée du Jourdain. Ce qu'il faut retenir de la lettre que je viens de citer, c'est la prééminence manifeste de Hatzor, qui est la seule capitale mentionnée. On ne parle autrement que de 4 rois amorites. C'est là où il y a des moments où on voudrait être à côté du scribe et lui dire « Écoute, écris-nous quels sont ces 4 rois », mais c'est comme ça. Il faut faire avec. Alors, le problème que pose le passage, c'est de savoir est-ce que le roi de Hatzor lui-même est un amorite? Alors, on pourrait dire que non, dans la mesure où lui est décrit comme Hatzoréen, alors que les autres rois sont mentionnés comme Amouri, mais on sait que dans ce genre de formulation, on peut comprendre les messagers du Hatzoréen et de 4, entre parenthèses, autres rois amorites. Difficile de trancher, mais j'aurais tendance à opter pour la deuxième solution. Pourquoi? Eh bien, à cause d'une lettre postérieure qui mentionne l'arrivée d'une caravane depuis Hatzor. Elle émane de Manatan, qui fut le chef des gardes de la ville de Mari du temps de Zimrilim, je cite, « Dis à mon Seigneur, ainsi parle Manatan ton serviteur, la ville de Mari, le palais, les temples, les ergastules et pour mes gardes, ça va bien. Une caravane est arrivée depuis Hatzor. Ibni-Adou, serviteur de mon Seigneur, Habdi-Erar, un homme de Hatzor, son escorteur, et 3 chanteurs amorites étaient avec lui pour aller chez mon Seigneur.
Yarpa-Haddou et Kipsi-Haddou, 2 hommes de Katna, sont arrivés à Mari. Et donc, la description de la caravane venue depuis Hatzor illustre, comme d'habitude, la paire messager plus accompagnateur. Mais elle comprend aussi 3 chanteurs décrits comme amorites. Abraham Malamatz, qui ne manquait pas d'écrire un article chaque fois que de nouveaux textes de Mari sur Hatzor étaient publiés, commenta ce document ainsi. Notre document atteste que Hatzor, en plus d'être le centre d'une école d'enseignement supérieur à l'époque, comme le prouvent plusieurs textes découverts à Hatzor, était très probablement le siège d'une académie musicale de grande renommée. Donc, il y a une part un peu de nationalisme, mais la chose n'est pas fausse. Le contact le plus ancien entre Hatzor et Mari sous le règne de Zimrilim, dans l'état actuel de la documentation, remonte à la 3e année. Il s'agit d'un compte de quartier de moutons donné comme allocation de nourriture à des messagers. Le premier est un babylonien, ensuite on a un Hatzoréen, un Yarmadéen, etc. Le texte n'est pas daté, mais la prosopographie permet de le situer en l'an 3 du règne de Zimrilim. Et l'importance de Hatzor dans le Proche-Orient amorite se déduit aussi de l'existence de relations diplomatiques directes avec Babylone. C'est attesté un peu plus tardivement par une lettre du gouverneur de Mari, Bardilim, au roi Zimrilim. Des ambassades sont arrivées ici depuis Hatzor et Katna, NP1 et NP2, serviteurs de Monseigneur, et NP3 de Hatzor, les noms sont cassés, leur accompagnateur, étaient pour chez Monseigneur. 2 messagers babyloniens qui demeuraient depuis longtemps à Hatzor, et un homme de Hatzor, leur accompagnateur, ont poursuivi leur route vers Babylone. Lawiel, serviteur de Monseigneur, et Rabdou Bahla, homme de Katna, son accompagnateur, étaient pour chez Monseigneur. X, le chiffre est cassé, messager babylonien, et un homme de Katna, leur accompagnateur, ont poursuivi leur route vers Babylone. Et donc cette lettre est intéressante parce qu'elle montre une fois de plus comment les voyageurs se regroupaient. Et Bardilim décompose à l'intention du roi de Mari le groupe qui venait d'arriver et qui semble avoir été fait au total par 11 voyageurs. On a un premier groupe qui venait de Hatzor, et donc sur les 6 voyageurs, vous en avez 3 qui avaient Mari pour objectif. 2 messagers envoyés par Zimrilim rentraient à Mari avec un accompagnateur de Hatzor, et puis il y avait un deuxième sous-groupe qui était formé par des messagers babyloniens et qui se subdivise en 2 sous-groupes. L'un, accompagné par un serviteur de Zimrilim, avait Mari comme terminus, mais un autre, accompagné par un Katnéen, devait aller jusqu'à Babylone. Et ce texte a retenu l'attention notamment du fait que Bardilim indique que les messagers babyloniens résidaient depuis longtemps à Hatzor. Il n'existe pas moins de 7 textes dans les archives de Mari qui mentionnent un certain Ibni Haddou comme roi de Hatzura, de Hatzor. Alors je signalerai d'emblée que le rapprochement qui a été fait par beaucoup entre son nom, Ibni Haddou, et le nom du roi de Hatzor qu'on trouve dans la Bible, Yabin, semble tout à fait fortuit. Le document le plus intéressant, c'est une grande tablette qui récapitule les échanges de présents entre Zimrilim de Mari et Ibni Haddou de Hatzor pendant 6 années, c'est-à-dire les années 7 à 12 de Zimrilim. Vous voyez que malheureusement, il manque un petit fragment à cette tablette, mais on voit qu'elle était organisée de manière bipartite. Sur la face, les envois, en acadien Shubultum, étaient récapitulés en ordre chronologique, et après chaque envoi, on donnait sa date précise, mois et année. Et au bas de la 2e colonne, vous avez un récapitulatif, envoi à Ibni Haddou, roi de Hatzor. Au revers, ce sont au contraire les apports, en acadien Shuruptum, qui ont été reçus de Ibni Haddou, mais le récapitulatif final se trouvait dans la lacune.
Les envois du roi de Marie sont généralement des étoffes et des habits, mais en l'année 11, il y a un envoi plus développé avec toute une série d'éléments de chars. Les 4 dons du roi de Hatzor sont uniformément constitués d'un habit et d'un châle qualifiés de goublayou, littéralement de biblos, j'y reviendrai dans un instant. Et ce texte, évidemment, pose 2 questions. D'une manière générale, à propos de la tenue des archives, ça suppose que l'administrateur qui a établi ce récapitulatif avait accès à tous les petits documents établis au jour le jour et que donc il pouvait retrouver les informations nécessaires à l'établissement d'un tel bilan. Et par ailleurs, on peut se demander pourquoi, en l'an 12 de Zimrilim, on éprouva le besoin d'effectuer un tel bilan. La tablette n'étant pas complète, on ne peut pas savoir si les échanges étaient équilibrés ou pas. Question compliquée, hein, les échanges internationaux équilibrés ou pas. Ça pourrait s'être posé déjà à l'époque. Ce qu'on peut regretter, c'est bien sûr l'absence de lettres du roi de Hatzor Ibn Yadou dans les archives de Marie, au moins dans l'état actuel de leur publication. Il n'est pas exclu qu'une ou plusieurs lettres qui ont perdu leur adresse puissent un jour être attribuables à ce souverain. Mais on doit noter qu'à Hatzor même, on a trouvé un fragment de lettre adressé à un individu dont le nom commence par Ibni, et puis le démon veille, hein, la fin du nom n'est pas conservée. Il pourrait bien s'agir du roi Ibn Yadou, documenté par les textes de Marie. Une affaire concernant un ressortissant de Hatzor a été l'occasion d'un grave problème diplomatique et l'histoire est connue par une lettre de Zimrilim au roi d'Alep, Yarimlim. Dis à Yarimlim, ainsi parle Zimrilim, ton fils, tu m'as écrit au sujet d'un forgeron en ces termes. Cet homme a emporté de Hatzor argent, or et pierres précieuses, et il s'en est allé chez toi. Les gens de Hatzor retiennent désormais Anne et gens qui montent au Yamrad faire du commerce en disant « Un forgeron a emporté argent, or et pierres précieuses, et il est parti chez Zimrilim. Voilà ce que tu m'as écrit. » Et là, Zimrilim reprend la parole. « Cet homme n'a nullement apporté chez moi argent, or ou pierres précieuses. Cet individu, on s'en est emparé à Émar et on l'a maltraité, on lui a pris tout ce dont il était porteur, on lui a même pris le sceau qu'il avait acheté pour de l'argent. Et lui-même, sur le point d'être mis à mort, s'est sauvé chez moi. Maintenant, mon père m'a écrit à son sujet, réclamant le renvoi d'un homme qui s'est réfugié chez moi, à l'endroit même où va l'oiseau fugitif qui fuit devant l'oiseau de proie. Abandonnerai-je cet homme ? Si je l'abandonne et qu'ensuite on l'apprenne, comment se réfugiera-t-on chez la déesse bénissante ? S'il plaît à mon père que mon père n'exige pas cet homme, les biens de cet homme, tout ce qu'il a pu emporter de Hatzor, se trouvent ou bien sont retenus à Imar. Il faut que mon père écrive à Imar pour que l'on prenne les biens de cet homme pour les mettre à la disposition de mon père. Alors le droit d'asile était à l'époque garanti par les divinités et nous savons que l'asile procuré par le dieu de l'orage à Alep était particulièrement sacré. Or, dans le cas présent, c'est le roi d'Alep, Yarimlim, qui a demandé que lui soit livré un forgeron accusé d'avoir volé des biens à Hatzor et de s'être réfugié à Marie. Et donc, Zimrilim semble ici présenter Marie comme une sorte de miroir d'Alep où la déesse bénissante, Kariptoum, sans doute une Ishtar, tenait une place comparable à celle du dieu de l'orage à Alep, garantissant l'immunité aux réfugiés demandeurs d'asile. Nous n'avons aucun autre texte en ce sens. Alors les lettres n'étant pas datées, on ne sait pas comment cette affaire doit être située par rapport à une demande d'extradition que Zimrilim avait lui-même adressée au roi d'Alep. On a un peu l'impression que c'est une réponse du berger à la bergère. Par ailleurs, il faut remarquer que cette lettre a été retrouvée dans le palais de Marie, et donc il s'agit ou d'un brouillon, ou d'une copie, ou d'une lettre qui n'a pas été envoyée,
quoi qu'il en soit, la lettre a le grand intérêt de documenter un commerce caravanier régulier entre Hatzor et Alep. Si l'on tente un bilan de tout ce que nous venons de voir, on doit souligner le contraste entre la situation qui existait à Hatzor au XVIIIe siècle et celle qui est attestée 3 siècles plus tard, à l'époque d'El Amarna, et qui a été bien relevée par Wayne Horwitz. À l'époque de Marie, Hatzor était complètement intégré au monde syro-mésopotamien. Des caravanes marchandes reliaient Hatzor et Alep. Les messagers du roi de Hatzor allaient à Katna, Marie et même Babylone. Les scribes locaux étaient parfaitement formés au cunéiforme et compétents aussi bien en droit qu'en hépatoscopie. À l'époque d'El Amarna, au contraire, les lettres au pharaon, retrouvées donc dans la capitale égyptienne, sont écrites dans un akkadien très fautif, truffé de cananaïsme, et l'interlocuteur privilégié est devenu l'Égypte. On va voir que de ce point de vue, la situation de Byblos à l'époque amorite est bien différente de celle que nous avons constatée à Hatzor. Alors ne soyez pas inquiets de voir l'heure tourner, comme je vous l'ai dit en commençant, le dossier de Byblos est beaucoup moins fourni que celui de Hatzor. Donc un double rappel, Byblos est un site portuaire situé à 40 km au nord de Beyrouth, et Byblos est le nom grec d'un site qui est désigné dans les textes sémitiques comme Goubla. On dit en arabe aujourd'hui Djbail, c'est la même chose. L'adjectif traditionnel en français sur ce toponyme est giblite. Et donc, je vais d'abord vous présenter rapidement les fouilles qui ont eu lieu sur ce site libanais exceptionnel, avant de voir ce que nous savons de Byblos d'après les archives de Marie, et pour terminer, parler des rois de Byblos que nous connaissons pour l'époque paléo-babylonienne. Alors, pour prendre facilement connaissance des fouilles de Byblos, eh bien, on peut signaler 2 catalogues d'expositions très pratiques qui correspondent à des expositions qui ont eu lieu l'une à Paris en 98-99 et l'autre à Leyde en 2024. La fouille du site a connu 3 phases principales avant qu'éclate la guerre civile en 1975. Les premiers sondages ont été effectués par Ernest Renan lors de sa célèbre mission en Phénicie de 1860-61. Ensuite, on a eu les fouilles de l'égyptologue Pierre Montet de 1921 à 1924, qui sont célèbres par sa découverte de la nécropole royale en 1922, et notamment du sarcophage d'Ahiram l'année suivante. Et la 3e étape, eh bien, ce sont les fouilles de Maurice Dunant entre 1926 et 1975. Alors, en 1977, fuyant la guerre civile, Dunant s'est réfugié en Haute-Savoie avec toutes ses archives. Et puis, dans ses vieux jours, il a eu des problèmes d'argent et donc il a légué ses archives à l'Université de Genève contre une importante somme d'argent. La France, qui avait financé l'essentiel de ses recherches archéologiques, a été outrée par un tel accord, et le service des Antiquités du Liban, dont il avait été salarié pendant des années, encore davantage. Le fonds est en cours de numérisation et de restitution progressive au Liban. Dunant avait inventé une méthode de fouille qui n'a pas fait école, et je suis bien obligé d'ajouter, Dieu merci. Alors, il avait divisé le site en carrés de 10 mètres sur 10 mètres, jusque-là, pas de problème. Mais ensuite, il procédait à des décapages systématiques par tranche de 20 cm de profondeur, sans souci de la stratigraphie. Et son idée, c'était qu'ensuite, eh bien, en remettant tout ça ensemble, on arriverait à refaire une étude stratigraphique du site. Alors, son architecte Jean Laufray a réussi à exploiter beaucoup des données qui ont été accumulées au fil des ans, mais celles-ci n'ont jamais donné lieu qu'à des rapports préliminaires, ce qui évidemment donne aux archives de Dunant un intérêt tout particulier. Et je ne parlerai pas aujourd'hui des fouilles plus récentes parce qu'elles n'ont pas de rapport direct avec ce que je veux vous dire.
Il y a une dizaine d'années, Jean-Marie Durand s'est étonné de la rareté des mentions de Byblos dans la documentation de Marie. Et de fait, si vous regardez le RGTC 3 qui est paru en 1980, vous verrez que les 5 références à Goubla renvoient à des textes inédits cités par Dossin en 1939. Et Jean-Marie Durand avait relevé 3 textes publiés après la parution de RGTC 3, et il a remarqué qu'ils appartiennent tous à la deuxième moitié du règne de Zimri-Lim, donc un texte qui mentionne le don d'un habit à un messager de Goubla, dont le nom n'est pas donné, un deuxième qui mentionne un certain Yadurum lorsqu'il est revenu de Goubla, et un troisième qui parle d'un habit qu'un serviteur d'Ascoudoum a rapporté de Goubla. Et donc Jean-Marie Durand avait le sentiment que c'était Ascoudoum, qui est un homonyme du devin dont on a parlé l'année dernière, il est mort à cette époque-là, et cet Ascoudoum-là, c'est un marchand, et donc il dit, voilà, il semble qu'il y ait des opérations commerciales avec le port méditerranéen. Ce qu'on doit remarquer, c'est que dans les textes administratifs, eh bien, on a des objets qui sont caractérisés comme giblit, goublaïum. Donc, comme toujours, on a le problème de savoir est-ce que ça signifie fabriquer à Goubla, Byblos, ou est-ce que ça signifie à la mode de. Et à ce moment-là, il peut s'agir d'imitation, comme les indiennes chez nous au XVIIIe siècle, par exemple. On a le même problème donc pour les objets crétois, captarum, qui se trouvent également dans nos archives. Et Jean-Marie Durand s'est demandé si en fait ce descriptif de Goubla, ça ne décrit pas en réalité des objets de style ou de fabrication égyptienne qui auraient transité par le port de Goubla. Dans son étude, Jean-Marie Durand n'avait pas été exhaustif et il faut ici citer un texte sur lequel Nele-Ziegler a attiré l'attention dans sa contribution à l'ouvrage collectif consacré à Byblos que j'ai cité tout à l'heure. C'est un document qui a été publié dans FM11, qui date de l'an 8 de Zimri-Lim et qui est un récapitulatif de dépenses de jarres de vin. Un paragraphe enregistre cette dépense, X jarres de vin pour le Kannum, lorsque les messagers Yamhadéens, Catnéens et Giblites, ainsi que les notables Wedum, ont siégé devant le roi sur le toit du Bit Mayalim. Alors imaginez la scène, on est à la fin de l'hiver, le printemps approche, des messagers venus de l'ouest sont arrivés à Mari, ils sont ici énumérés du nord au sud, Yamhat, Katna, Byblos. Alors c'est évidemment très dommage que le chiffre des personnes et le chiffre des jarres de vin soient cassés, mais on peut espérer qu'en présence du roi, ces messagers se sont bien tenus et ont consommé le vin avec modération. Une petite parenthèse, le seul texte qui nous parle d'ivresse à Marie, il est question de bière, pas de vin. Mais donc on peut localiser la scène, puisqu'on sait où se trouve le Bit Mayalim dans le palais de Marie. Et je terminerai par une référence très importante, c'est celle de Yantin Ramou, le roi de Goubla. Alors l'histoire de cette mention est assez curieuse parce que Dossin l'a d'abord signalé sans référence, et puis le texte a été publié dans ARM 25 et finalement a été réédité dans ARM 31 avec un joint. C'est un récapitulatif de cadeaux reçus par Zimri-Lim lors de son expédition à Ougarit, dont on va reparler bientôt, et on voit que le roi de Mari, se trouvant encore à Ougarit, a reçu le 18 du mois 3 de sa 10e année de règne de Yantin Ramou, le roi de Byblos, un bol en or de type Pursitum qui pesait un tiers de mine, c'est-à-dire à peu près 170 grammes.
Et donc, on voit ici une différence essentielle avec Ibn Hadou de Hatzor. Yantin-Ramou, le roi de Byblos, ne semble pas avoir régulièrement échangé des présents avec le roi de Mari. Et récemment, Lorenzo Nigro a proposé que Yantin-Ramou soit à retrouver sous le nom de Entin dans un fragment de bas-relief du pharaon Néferhotep Ier de la tombe royale 4 de Byblos. La chronologie égyptienne de cette époque est encore un peu incertaine. Ce pharaon est actuellement daté de 1741 à 1730. C'est 35 années trop bas par rapport à la chronologie moyenne de la Mésopotamie, mais voilà, on n'est pas très très loin d'un accord. Et puis je voudrais terminer en parlant d'un dernier roi de Byblos qui porte également un nom amorite, qui est connu mais un peu oublié. Cette fois, dans la tombe 2 de la nécropole de Byblos, fouillée par Pierre Montet en 1922, on a découvert une harpe courbe, on appelle ça traditionnellement une harpée, qui a été offerte par le pharaon Amenemhat IV au gouverneur local, dont les égyptologues transcrivent le nom par Yapi Shemouabi ou Ipi Shemouabi. Et il me semble que personne n'a jamais rapproché ce nom de celui que nous connaissons dans les textes cunéiformes sous la forme Yapar Sumouaboum. C'est un nom qui est porté par un individu qualifié de chef des Bédouins dans un texte de Al-Alar 7, légèrement postérieur à Zimrilim, et c'est aussi le nom d'un roi de Terka contemporain de Samsou Iluna, peut-être le même individu. Alors, le Yapi chez Mouabi de Byblos est sûrement quelqu'un d'autre, mais la ressemblance des noms me paraît néanmoins très intéressante. Les données issues des archives de Mari ne permettent malheureusement pas de savoir si Yantin-Ramou a dirigé Byblos avant ou après ce Yapar Sumouaboum, et c'est dommage. Premièrement parce qu'on aurait pu savoir si le même individu était considéré comme roi depuis Mari et comme gouverneur aux yeux du pharaon égyptien. C'est une problématique qui est connue pour des périodes plus récentes. Et par ailleurs, ça aurait permis d'avoir un synchronisme plus sûr avec l'Égypte. Pour terminer, je dirais que le cours d'aujourd'hui met en relief un contraste qui nous paraît à première vue bien étonnant. Les contacts de Mari avec Hatzor, aussi bien du temps de Samsiadou que du temps de Zimrilim, étaient bien plus intenses que les contacts de Mari avec Byblos. Et notre documentation est trop riche pour qu'on mette cela sur le compte du hasard. Alors, comment l'expliquer? Je pense que la géographie doit être prise en compte. Pour aller de Hatzor à Mari, on pouvait passer directement par Palmyre et rejoindre le Moyen-Euphrate, ou bien faire un détour par Katna, mais qui ne s'imposait pas. Il est bien possible que quand on nous dit que des messagers de Hatzor arrivent avec des gens de Katna, eh bien ils se soient retrouvés à Tadmor, donc à Palmyre. Byblos, au contraire, est avant tout un port tourné vers la Méditerranée, qui tourne le dos au continent asiatique, dont il est séparé par la double rangée montagneuse du Liban et de l'Anti-Liban. Et ça explique sans doute à la fois le fait que les rapports entre Byblos et l'Égypte aient été beaucoup plus étroits que les rapports avec la Mésopotamie, et aussi le fait qu'on ne voit pas le cunéiforme pratiqué à Byblos, mais là, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Et je citerai pour terminer un texte encore inédit qui justifiera a posteriori le choix que j'ai fait de mettre l'accent sur ces deux villes de Hatzor et de Byblos. C'est une lettre de Samsiadou à Yasmaradou, encore une, qui a été citée par Nele Ziegler. Le contexte est celui de la guerre qui opposa Sumouepour d'Alep à Ishriadou de Katna, on y reviendra prochainement. Et le roi de Katna était un allié de Samsiadou qui écrivit « Après l'arrivée des messagers d'Ishriadou, j'ai interrogé Zikroulanassa au sujet de Sumouepour et d'Ishriadou, donc les rois d'Alep et de Katna, et il m'a répondu comme suit « Sumouepour, le roi d'Alep,
a écrit au sire de Byblos et au sire de Hatzor et les a fait se tenir avec leur armée au complet. Ils doivent mettre partout le feu aux habitations du pays de Katna et s'approcher de la grande porte de Katna. Voilà ce que Zikrou Lanassa m'a dit. Nous reviendrons au troisième cours sur cette guerre entre Alep et Katna à l'époque de Samsiadou, mais je retiens pour l'instant de cet extrait un élément essentiel. Soumouepour, en guerre avec le roi Ishriadou de Katna, tenta manifestement de faire prendre le roi de Katna à revers. Et à qui s'adresse-t-il? Eh bien, il s'adresse au roi de Byblos et de Hatzor, manifestement donc les souverains les plus importants au sud de Katna. Il ne peut s'agir d'un hasard. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous lundi prochain.